Messieurs les représentants des chauffeurs VTC, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour répondre aux questions de notre commission d'enquête. Nous avons repris ce matin les travaux de notre commission d'enquête sur les révélations des Uber Files, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, comme dans de nombreux pays. Les véhicules de transport avec chauffeur VTC venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes qui était réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, pour objet d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation, en France, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans ce cadre, nous souhaitons connaître votre point de vue sur l'implantation de la société Uber en France et des VTC, de ses conséquences sur l'évolution du transport public particulier de personnes depuis 2014, et puis plus largement sur le développement de l'ubérisation du modèle Uber dans l'économie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons parlé avec des représentants à la fois des chauffeurs de véhicules, mais aussi des livreurs. Ça nous permettra de compléter les informations déjà transmises par le collectif de journalistes à l'origine des Uber Files et celles des représentants de la profession, donc des taxis, des VTC, des livreurs que nous avons déjà entendus. En particulier, on va vous demander ce que vous pensez donc des révélations des Uber Files, si vous avez le sentiment que vous avez déjà fait l'objet de pression de la part de la société Uber, et si oui, de quel type. Nous avons eu plusieurs heures d'échange aujourd'hui, évidemment, sur le débat que vous connaissez de la qualification en tant qu'indépendant ou salarié des chauffeurs. Donc, on peut demander ce que vous en pensez, votre perspective sur le sujet, si vous considérez que vous êtes en situation de subordination par rapport aux plateformes pour lesquelles vous travaillez, et puis aussi votre perspective sur un sujet dont on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui, c'est-à-dire le dialogue social qui a été instauré depuis la création de la RPE. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter et puis exposer un propos liminaire et répondre à ces premières questions, avant d'entamer les échanges avec la rapporteure et nos collègues pendant un peu plus d'une heure, presque une heure et demie, jusqu'à 18h30, je crois. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vais vous inviter, en commençant par M. Bensassi, et puis on remontera la rangée, à d'abord activer votre micro l'un après l'autre, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Ah oui, et dites, présentez-vous peut-être aussi rapidement, parce qu'on on est un peu bouché. Ok, Monsieur Bensassi Yassine, je le jure. Merci. Monsieur Latif Redouane, je le jure. Monsieur Arnaud Desmettre, je le jure. Stéphane Chevet, je le jure. Fabien Tosolini, je le jure. François Dolady, je le jure. Merci beaucoup, messieurs. Alors, sauf si vous avez décidé entre vous de vous répartir la parole ou vous organiser, moi, ce que je vous propose, c'est, en commençant par M. Bensassi et puis remonter après, de vous laisser les uns après les autres la parole pour le temps que vous souhaitez, puis après, on aura un échange. Nous, l'ordre qu'on avait fait, c'était de commencer par M. Donaldville. Comme ça, il y a une chronologie logique. Je vous en prie. Voilà, et après, il y avait nous... Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je suis François Dolady, président de la Fédération française de VTC. Notre association a été créée en 2012. En fait, les fondateurs de cette association étaient tous d'anciens grandes remises, puisqu'ils étaient la mère de notre corps de métier actuellement. Et pourquoi est-ce qu'on a créé cette association? Nous, c'est parce qu'avec la loi Novelli de 2009-2010, c'était un petit peu l'anarchie. Et donc, notre désir était de remettre un petit peu de règles dans ce qu'était cette anarchie. Et notre fond associatif était de former les chauffeurs pour leur apprendre à travailler comme on travaillait nous à l'époque de la grande remise.
je pense qu'il faut quand même remettre un historique assez rapide, je vais faire de notre métier, parce qu'il y a deux phénomènes qui se retrouvent à chaque génération, à chaque siècle, à chaque, je dirais, période. Il y a deux phénomènes qui reviennent, le stationnement sur la voie publique et la maraude. Ce sont ces deux phénomènes qui, chaque fois, ramènent un changement de loi ou à une nouvelle loi ou à une évolution de la loi. Et ça a commencé sous Louis XIV. Sous Louis XIV, il n'y avait que deux acteurs de transport public et de transport particulier. C'était les bateaux et les véhicules tractés par des animaux. Donc il y avait ce qu'on appelle les diligences, qui allaient de village en village, et la vente du billet se faisait à la place. Et puis il y avait pour les particuliers, pour les familles, pour une personne, il y avait des carrosses et des calèches qui attendaient sur la voie publique qu'on vienne les chercher pour les emmener à tel endroit. Donc les calèches étaient pour ceux qui avaient moins d'argent et les carrosses pour ceux qui avaient plus d'argent. Et ces véhicules attendaient sur la voie publique et généraient des embouteillages, gêne de la voie publique. Et le préposé de l'époque, donc sous Louis XIV, sous le roi Soleil, avait pris un arrêté disant ces véhicules, je ne peux plus les voir garés sur la voie publique. Enfin, je dis garés, à l'époque il y avait un autre nom. Il disait je veux qu'ils soient dans ce qu'on appelle maintenant des garages, et à cette époque-là ça s'appelait des remises. Et dans les campagnes on emploie encore le mot remise. Moi, quand j'étais petit garçon, mon grand-père qui avait une ferme disait François va rentrer le tracteur à la remise, c'est-à-dire va ramener le matériel à son emplacement, qui n'est pas l'écurie pour les chevaux, qui n'est pas la grange pour le foin. Et comme ces carrosses étaient grands, il fallait de grands garages, donc de grandes remises. Voilà l'origine du mot grande remise. Donc le phénomène de la stationnement sur la publique et des embouteillages. Donc ce qui fait que notre profession, finalement, elle existait bien avant les bus, les trolleybus, les tramways, les métros, les avions, les trains et les taxis. Pourquoi je mets le mot taxi en fin de citation? Parce que les taxis ont toujours tendance à dire qu'ils étaient là avant nous. Ben non, notre métier était là avant le métier des taxis. Donc il ne faut pas qu'ils l'oublient. Donc Louis XIV, le roi Soleil. C'est pour ça que d'ailleurs dans notre statut de grande remise, on avait l'obligation d'avoir un garage par voiture. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas un garage fermé, vous ne pouviez pas avoir une autorisation de circuler, donc une autorisation d'exploiter ce métier. On a eu deux textes qui ont légiféré après l'époque du roi Soleil Louis XIV. On a eu un premier arrêté en 1955 et un deuxième arrêté en 1960. Pardon ? Oui, parce que on n'a pas j'ai pas trouvé dans les archives d'historique entre cette période-là et celle-là. Donc 1955, 1966, et on a gardé ce statut jusqu'à l'arrivée du projet Attali. Le projet Attali, donc, il a ses considérations philosophiques, politiques et économiques, qui étaient de déréglementer. Alors, contrairement à ce que disent les taxis, ce n'était pas déréglementer les taxis, c'était déréglementer toutes les charges concédées par l'État à des entreprises privées. C'était les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les pharmaciens et puis les taxis. Donc, à cette époque-là, les taxis ont bloqué la circulation un peu partout en France. Et moi, en tant que grande remise, j'avais participé à ces manifestations avec mes véhicules de grande remise. Et j'avais, entre autres, le jour où on a fait la manifestation à Lyon, il y avait le congrès des notaires. Et les notaires nous ont dit bloquez, parce que nous, on ne pourra jamais mettre nos charges notariales, nos cabinets de notaires, on ne pourra jamais les mettre sur la voie publique, on ne pourra jamais gêner la voie publique. Et donc, il n'y a que vous qui pouvez faire échouer ce projet. Et puis au final, vous savez que ce projet a échoué. Donc le projet Attali n'est pas passé, mais Attali qui n'a pas pu rentrer par la porte, par le perron, il est passé par la cuisine. Et il a fait un lobbying auprès du gouvernement en place pour changer la loi du tourisme et du transport. C'est ce qu'on appelle la loi Novelli 2009-2010. Et donc c'est de là où on a perdu notre mot grande remise et qu'on est devenu VTC. Mais on était VTC, voiture de tourisme avec chauffeur. Pourquoi tourisme ? Parce que la grande remise dépendait du tourisme.
alors que les taxis dépendent du ministère de l'Intérieur et des préfectures au niveau départemental. Et c'est vrai que la clientèle des grandes remises était essentiellement une clientèle au départ de tourisme, de luxe, ce qu'on appelle du haut de gamme, donc qui tournait autour des 4 étoiles, des palaces, des 5 étoiles. Progressivement, on s'est déplacé vers le tourisme d'affaires, donc avec les séminaires, les salons, les congrès. Et puis après, un peu vers le tourisme de particulier. Donc, logiquement, Novelli a basculé le mot grande remise, donc en VTC, mais tourisme. Et ça, on est resté en place comme ça. On avait, nous, nos macarons professionnels, par le biais de Atout France, qui a été créé à cette occasion. Donc Atout France qui gère tout ce qui est hôtellerie au niveau des ministères. Les critères qu'on avait, nous, pour rentrer dans la profession, c'était qu'il fallait faire une formation obligatoire, un examen. Et une fois que vous aviez votre examen, vous demandiez à la préfecture de votre département où vous désiriez exercer une licence. Donc pour avoir cette licence, on faisait un business plan. On disait, voilà, j'ai tel potentiel de travail. Et on demandait un type de voiture, enfin une voiture ou plusieurs. Et cette commission qui réunissait les taxis, la DDE, la concurrence et les prix et la préfecture, disait effectivement, on peut vous octroyer une licence. Et cette licence donc était octroyée. On vous disait, vous avez droit à un véhicule. Si on en voulait un deuxième, un troisième, un quatrième, chaque année, on présentait un nouveau business plan pour demander à avoir un troisième, un quatrième, un cinquième véhicule. Et donc, évidemment, ça, c'était assez encadré. Ce n'était pas évident de pouvoir entrer dans la profession. Et d'ailleurs, les taxis faisant partie de la commission étaient souvent assez favorables à ce qu'on existe. Parce qu'en fait, on était une complémentarité. On n'était pas en concurrence avec les taxis. Ce n'était pas le même travail, ce n'était pas la même clientèle. Et donc, ça se passait très, très bien. Moi, j'ai eu aucun refus des véhicules que j'ai demandés. Pas parce que mon business plan était bon, mais parce que les relations étaient bonnes avec les taxis. Le problème avec la loi Novelli, c'est que là, il n'y avait plus aucune contrainte, plus aucune demande de statut. Toute personne qui avait un permis de plus de 3 ans pouvait s'installer comme VTC. Et j'allais vous dire, en soi, sur le coup, ça ne nous a pas tellement traumatisés, parce qu'on voyait des véhicules qui faisaient de la publicité sur 1 euro du kilomètre, alors que les taxis étaient à 1,50 €. Mais bon, chez nous, le retour sur investissement, il est long. Il se fait pas, c'est pas comme un pas de porte, une boulangerie où la clientèle rentre. Donc, en soi, j'allais vous dire, entre 2009 et 2011, on n'a pas tellement vu de différence dans l'activité économique de notre secteur. Mais 2011 est arrivé Uber. Et Uber a pris contact avec nous en 2013. Donc, ils sont venus me voir à Lyon et ils m'ont présenté leur projet que je ne connaissais pas. Et ils m'ont expliqué qu'ils mettaient en place une application, qu'ils avaient une clientèle qui était internationale et que leur but, c'était de proposer à leur clientèle internationale le même service, quelle que soit la région, quel que soit le pays. Ce qui fait que le client n'a plus qu'à faire une application et il trouve la même voiture avec le même chauffeur en cravate, une bouteille d'eau, une voiture d'un gamme à peu près moyenne ou supérieure. En soi, l'idée était bonne. Moi, c'est ce qui m'a été présenté. Et ils m'ont demandé combien on pouvait mettre de voitures pour eux sur la place, c'est-à-dire sur Lyon. Alors moi, je leur ai dit, moi, je ne peux pas vous en mettre parce que tous les véhicules sont utilisés, mais après, si vous allez chercher les VTC qui existent actuellement et qui sont installés, je dis, mais il vous faut combien de voitures? Ils m'ont dit, nous, on veut 200 voitures sur Lyon. Je leur ai dit, c'est pas la peine d'essayer. Le marché, il n'y est pas. À l'instant T où j'ai eu cette réunion, je leur ai dit, le marché, il n'y est pas. Ce n'est pas possible. 200 voitures de transport sur Lyon, en plus des taxis, en plus de grandes remises, ce n'est pas viable. Et là, ce qui me gêne, c'est que là, ils m'ont menti en me disant ça. Ils m'ont menti. Parce qu'au final, quand on apprend après que le fondateur d'Uber a eu l'idée de monter Uber parce qu'un jour à Paris, il s'est retrouvé à 3 h du matin et qu'il a eu un taxi qu'en 3 quarts d'heure, donc ça veut dire qu'il voulait concurrencer les taxis ou apporter un service supplémentaire aux taxis qui était soi-disant inopérant parce qu'il fallait 3 quarts d'heure d'attente à 3 h du matin. Est-ce qu'à 3 h du matin, c'est important d'avoir un véhicule en 5 minutes? Au niveau de l'activité économique d'un pays, quand on sort de boîte de nuit, à la limite, on prend 2-3 bières de plus et puis on attend le premier métro à 5 h. Non, mais c'est vrai. C'est la raison économique. Enfin bref. Donc là, ils m'ont menti.
Ce qui m'a gêné ensuite dans la création des autres plateformes, des concurrents d'Uber, on a eu le premier qui s'est installé, qui lui a salarié ses chauffeurs. Je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise, ils avaient des Scénic jaunes. Ils ont duré un certain temps, puisque les chauffeurs étant salariés, ça n'a pas duré des siècles. Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Ils avaient des Scénic jaunes. Et là aussi, c'était un peu, j'allais dire, comment dire, de la pure concurrence des taxis. Le taxi jaune, c'est quoi? C'est le taxi new-yorkais. Vous voyez, Uber dit je vais monter une application parce qu'il manque de taxis la nuit, donc il se met en concurrence avec les taxis. L'autre entreprise qui salarie ses chauffeurs, ce qui est bien, mais qui n'a pas tenu financièrement, a des voitures jaunes comme les cabs de New York. Donc il y a vraiment une concurrence dès le départ. Vous prenez après le cab, qui était le concurrent propre d'Uber, le cab, en anglais, pour moi, ça veut dire taxi. Hein. Vous avez l'autre plateforme qui s'appelle AlloCab. Oui, ils reprennent le mot cab, donc taxi, pour leur appellation professionnelle, leur appellation d'entreprise. Pour moi, c'est la concurrence. Si elle n'est pas sur le terrain au niveau financier, elle est en tous les cas au niveau de l'image de marque. Pour moi, c'est de la malhonnêteté. Et puis, donc, après, vous savez, les problèmes qui sont arrivés, les taxis, vous les ont exposés. En 2013, quand il a commencé à y avoir les manifestations de taxis, et donc on a commandé la loi Thévenoud, enfin le projet de loi Thévenoud, et donc nous, on a participé à ces projets de loi. Donc on a eu les réunions avec Uber, avec toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, avec les taxis, enfin, avec toutes les lotis. Et là, ce qui m'a gêné dans les rapports qu'on avait dans ces réunions, j'allais dire, préparatoires de la loi Thévenoud, c'est que les plateformes faisaient avaient une façon de se présenter qui était particulière. Les responsables d'Uber, quand ils arrivaient dans une réunion, ne parlaient jamais. Jamais. Dès que vous leur posiez une question, vous, par exemple, sur votre question, c'est leur avocat qui répondait tout de suite. C'est-à-dire qu'Uber, il disait bonjour, comme je dis bonjour, monsieur le président, bonjour madame le rapporteur, et puis point barre. Il disait au revoir en partant. Mais dès que vous vous posez une question, ils faisaient signe à leur avocat et c'est l'avocat qui répondait. Je trouve que c'est des manières un petit peu particulières quand même. Enfin, du moins, pas très latines en tous les cas. Il y avait ça qui était gênant. Après, il y a une autre plateforme qui, un jour, a fait, alors parce qu'il y avait la presse dans cette réunion, a fait une grande déclamation en disant « Nous allons créer 40 000 embauches sur les 8 ans qui suivent. » Alors là, je me suis permis d'intervenir parce que j'ai dit « Moi, mes chauffeurs, je paye l'URSSAF. Je les ai embauchés, ils ont une DU. » J'ai dit, les plateformes, jusqu'à maintenant, à part celles qui avaient des Scénic jaunes, toutes les plateformes, c'est du personnel libéral. Vous faites une mise en relation. Alors, dites que vous allez créer 40 000 emplois sur 8 ans, ça, à la limite, ça peut se tenir, mais dites pas que je vais faire 40 000 embauches, ça, c'est pas vrai. Et les 40 000 emplois, c'est un petit peu Madame Soleil. Hein. Il n'engage que les rayons du soleil. On sait maintenant, finalement, 10 ans après, qu'ils n'ont pas embauché 40 000 personnes. Et là, je fais une aparté. Parce que le ministère des Transports, et ça je pense que vous pouvez influer sur eux, annonce qu'il y a 40 000 voitures en France de VTC. Et là, je ne comprends pas qu'avec les possibilités informatiques qu'on a maintenant, avec les algorithmes, on ne puisse pas rectifier ce tir, parce que ce chiffre, il est faux. Il est faux parce que quand vous... Pardon ? L'annonce, c'est 40 000 chauffeurs VTC et taxis. Chauffeurs VTC. C'est bon, hein ? C'est 40 000 voitures. Alors, ça peut être plus de chauffeurs, ça peut être moins de chauffeurs. Il faut savoir que celui qui s'inscrit au registre des transports, au registre des VTC au ministère des Transports, s'il arrête son activité, s'il ne le signale pas, il va être pendant 5 ans toujours sur le registre. Parce que c'est qu'au bout de 5 ans qu'on va lui demander de réviser, de réactualiser sa licence. S'il ne le fait pas, s'il ne répond pas, on va la supprimer. Mais n'empêche que pendant 5 ans, il est encore inscrit. Et au niveau des voitures, si on enlève les voitures électriques et hybrides qui n'ont pas de durée de vie, nos voitures ont une durée de vie qui est de 6 ans. Eh bien, si au bout de 6 ans, vous ne sortez pas votre voiture du parc, et moi j'ai fait l'expérience, exprès pour vérifier, j'ai des voitures qui ont plus de 6 ans qui sont encore sur le registre. J'ai des voitures que j'ai passées en taxi, parce que j'ai aussi des licences de taxi, parce qu'en taxi, on peut jusqu'à 10 ans. Elles sont toujours enregistrées en taxi et toujours enregistrées en VTC. C'est que lorsque j'ai fait ma révision de licence, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, j'ai réactualisé ma licence, où là, effectivement, mon dossier a été géré par un fonctionnaire et qui, lui, a vu que j'avais des véhicules qui étaient hors
hors légalité. Donc il m'a demandé si j'avais toujours en circulation, j'ai dit non. Donc vous voyez, pendant 5 ans, on n'a pas le chiffre exact de voitures. Et il me semble qu'on pourrait mettre un algorithme disant que quand la voiture a 6 ans, ça siffle, et puis vous recevez un mail qui vous dit est-ce que ce véhicule est toujours en activité ou pas. Donc c'est pour ça que, pourquoi est-ce que le ministère garde ce système-là? Est-ce que c'est pour faire croire que le VTC est un palliatif au chômage? C'est possible. Hein, mais enfin bon, je trouve que ça serait bien de mettre un algorithme pour qu'on ait les chiffres réels. Voilà, en gros. Et puis ensuite, alors, il y a la loi Thévenoud est passée, et la loi Thévenoud, qui avait pas mal réglementé, mis un peu plus de débat, n'était pas parfaite. Et entre autres, cette perfection, elle n'était pas par rapport à ce qu'on appelle l'insigne qui permet de métalliser notre véhicule, ce qu'on appelle le macaron. À l'époque de la loi Thévenoud, le macaron, on devait l'apposer sur le véhicule. Quand on travaillait, on le collait sur un plexiglas, et puis quand on travaillait avec notre voiture, parce que souvent les VTC, on est des artisans, donc on a une voiture qui est à la fois familiale et professionnelle. Dès qu'on partait travailler, on mettait notre macaron sur le pare-brise, et ça montrait aux forces de l'ordre qu'on était en train de travailler. Le problème de ça, c'est que ça a déclenché ce qu'on appelle la maraude. La maraude, qui est un mot qui à l'origine était porté sur les taxis. La maraude, c'était quoi? C'était le taxi qui roulait doucement dans la ville, en espérant être ailé et pouvoir récupérer un client et faire le gain de sa journée. Le problème de la maraude, c'est que le taxi tournait doucement, donc il créait des embouteillages, du bruit, de la pollution, et c'est là qu'on a créé les stations de taxi. On leur a imposé d'aller, et on retombe sur le problème du stationnement et la gêne sur la voie publique et des embouteillages. On a créé des stations de taxi pour qu'ils ne maraudent pas. Et au final, vous voyez, quelques années après, ce ne sont plus les taxis qui maraudent, ce sont les VTC qui maraudent. C'est-à-dire que la personne ne mettait pas son macaron, tournait tranquillement en espérant être appelé par l'application, et dès que la touche était donnée, il mettait son macaron. C'est pour ça que dans la loi Grand-Guillaume, on a révisé ce problème-là et on a imposé que le macaron soit collé, de façon à ce que les forces de l'ordre puissent, voyant un véhicule stationné sur la voie publique avec leur QR code, voir si ce véhicule était enregistré et voir si ce véhicule travaillait. Et ce qui fait la différence entre le véhicule qui a son macaron collé, qui ne travaille pas, le chauffeur qui fait ses courses et qui transporte sa famille, et le moment où il travaille, c'est qu'on met notre carte professionnelle à côté du macaron, et c'est ce qui montre à la police qu'on est en train de travailler. Donc finalement, on va dire que la loi Grand-Guillaume a rectifié un côté un petit peu moins technique et précis de la loi de Thévenoud. Mais c'est là où je vais vous demander de prolonger votre travail, c'est que l'arrêté n'a pas été celui qui a été voté. Les BOR de Paris, comme les BOR de Lyon, ne veulent pas reprocher à un VTC de ne pas avoir collé sa vignette. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'arrêté qui est sorti, il y a marqué « apposé ». Toute la préparatif de la loi Grand-Guillaume, tout ce qui a été discuté, tout ce qui a été argumenté, tout ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, c'était de coller le macaron. Et dans l'arrêté qui est sorti, il y a marqué « apposé ». Alors, qui a fait l'erreur? Est-ce que c'est celui qui a rédigé? Qui a fait l'erreur? Je ne sais pas. Et c'est là où, j'allais dire, votre travail avec Uber Fly, excusez-moi, où apparemment il y a un travail de lobbying qui a été très fort de la part d'Uber pour faire évoluer les lois dans leur sens à eux. Est-ce qu'il y a eu une influence d'Uber sur la rédaction de l'arrêté? Je pose la question. Pourquoi cet arrêté dit apposé alors que tous les préparatifs étaient collés? Là, et je ne vous cache pas qu'on a un adhérent qui s'est fait arrêter par la gendarmerie de Savoie, et les gendarmes lui ont reproché d'avoir collé son macaron, justement par rapport au texte qui dit qu'il faut qu'il soit apposé. Et lui, tous ces véhicules ont le macaron qui est collé. Moi qui suis professeur dans un centre de formation, j'ai toujours dit qu'il fallait coller. Parce que pour moi, c'était le préparatif. Et quand vous recevez votre macaron de l'imprimerie nationale, donc le macaron qui est infalsifiable, il est bien marqué sur le support qu'il faut le coller. Donc même l'imprimerie nationale, ils sont basés sur, je pense, le fond de la loi.
Voilà. Pourquoi cet arrêté a été, je veux dire, inscrit de façon erronée? Voilà, je pose la question. Voilà, c'est à peu près, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Merci. Bon, on va continuer effectivement dans ce sens-là, alors. Oui, Monsieur Chevet. Merci. Donc déjà, je précise que je prends la parole en tant que président fondateur de Union. Je ne suis actuellement plus président de Union. Je vais faire un petit peu d'histoire moi aussi, mais je ne vais pas remonter jusqu'à Louis XIV. Non, je voudrais juste rappeler en quelques dates le travail de Union et commencer en fait par l'expérimentation qui a été faite dans 2 fédérations de la CFDT en 2015. Un premier dans la fédération F3C, donc Conseil Communication Culture, expérimentation qui s'appelait Union, et pas encore Union Indépendant, donc sur le champ des indépendants du Conseil. Et puis, deuxième expérimentation au même moment qui avait lieu dans la fédération des transports, et donc qui s'appelait CFDT VTC, donc sur le champ des VTC. Je vais rapidement aller sur 2019, sur la création du statut 2009, pardon, sur la création du statut de VTC par la loi de Novelli, qui s'est faite donc avant l'arrivée de Uber en France. Et en fait, les échanges entre les travailleurs de plateforme, entre les travailleurs et les plateformes démarrent officiellement à l'initiative d'Alain Vidalis, donc à l'époque le ministre des Transports, comme l'a rappelé notre collègue à l'instant. Et ces échanges commencent en décembre 2016 via le comité de travail dirigé par Jacques Rapoport. L'objectif était d'améliorer les conditions de travail des chauffeurs et en même temps de lutter contre ce qui pouvait apparaître comme une distorsion de concurrence, même si notre collègue a rappelé tout à l'heure à quel point cette distorsion pouvait être discutée avec les taxis. En décembre 2016, arrivent les prémices, je dirais, de la représentativité avec l'obligation de démontrer des critères objectifs de représentation du secteur. Et en janvier 2017, le rapport Rapoport pointe l'objectif d'une négociation sur un barème minimal et un équilibre entre les VTC et les taxis, et enfin l'application de la loi Grand-Guillaume. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'en fait, entre janvier 2017 et fin mars 2017, il y a eu des négociations avec les associations représentant les travailleurs de plateforme et Uber. Et qu'en mars 2017, face au constat d'échec dans le cadre de cette négociation, un médiateur de la République a été diligenté. Et donc, Alain Vidalis, à l'époque, avait dit à un certain nombre d'organisations, dont la CFDT-VTC, on lance les travaux pour une tarification minimum. Et ça, c'était exactement le 31 mars à 10h. On est très précis. Là-dessus arrivent les élections présidentielles et le changement de majorité. Et Elisabeth Borne décide d'appliquer la loi Grand-Guillaume, mais conditionne la tarification minimum à un équilibre du secteur. Très honnêtement, à l'époque, nous avons été incapables de savoir ce que ça pouvait dire, ce qu'elle voulait dire à travers l'équilibre du secteur. Avec les gilets jaunes, la question de l'aide est posée à nouveau, et il y a un travail qui démarre sur l'exonération de la TICPE. En 2019, les conflits entre Uber et les associations VTC sur le sujet de la déconnexion font que le sujet précédent revient et aboutit en fin 2020, donc vous l'avez dit, et début 2021, à l'ARP, à la création de l'ARP. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que, en fait, s'il y avait eu une volonté politique,
Et si on avait voulu vraiment réguler le secteur, on aurait pu le faire dès 2017 et Elisabeth Borne aurait pu se saisir du sujet à l'époque. Quoi qu'il en soit, depuis, nous sommes face à des négociations et à des rencontres qu'on a pu avoir à plusieurs reprises avec Uber. Nous, on a posé systématiquement, pour aller un peu plus loin que l'histoire passée, en fait, on a posé à plusieurs reprises 3 revendications face à Uber. Évidemment, les questions de déconnexion, la question de la rémunération, donc qui sont, vous l'avez compris, des sujets qui sont un peu historiques, et puis un autre sujet qui est celui du partage de la valeur, puisqu'en fait, systématiquement, les plateformes d'intermédiation refusent d'aborder cette question-là qui nous paraît, nous, cruciale, et qui fait partie aussi des possibles pressions que il peut avoir lieu, la question du partage de la valeur et de ce qu'est fait, enfin de comment est-ce que la richesse créée par les plateformes est partagée ensuite avec les VTC. En fait, les clients des VTC aujourd'hui qui passent par les plateformes, Uber et les autres, passent par les plateformes parce qu'il y a la facilité d'utilisation. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui un usage qui est fait. Si vous êtes vous-même usager de plateformes d'intermédiation, vous vous rendez compte que vos habitudes sont connues par ces plateformes, que vous avez un certain nombre de points ou de notations qui vous permettent d'avoir des réductions sur les tarifs. Et donc, la plateforme, connaissant vos usages, essaie de développer cet usage. Mais, in fine, s'il n'y avait pas de chauffeur, il n'y aurait pas d'usage. Et à aucun moment, le chiffre d'affaires des chauffeurs n'est en adéquation avec la connaissance des clients, avec l'usage répété et la classification de ces clients. Et donc, à aucun moment, le partage de la richesse n'est réellement posé sur la table. C'est un sujet que nous avons régulièrement posé avec Uber et les autres, hein, et pas seulement chez les VTC, mais aussi chez les livreurs à vélo, puisque Union Indépendant est aussi représentatif chez les livreurs à vélo. C'est un sujet que nous avons porté régulièrement, que ce soit en France ou que ce soit dans des débats que l'on a pu avoir avec des députés européens. Et à aucun moment, ce sujet n'a été réellement... personne s'en est saisi aujourd'hui. Et Uber nous explique, comme les autres plateformes, qu'il n'y a pas d'usage financier qui est fait des données, de la data. Je le dis avec le sourire parce que si une plateforme n'utilise pas la data et ne valorise pas la data, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et donc, le sujet de l'équilibre financier et de la rentabilité des plateformes doit être posé aussi sur ce qui est fait de la data et de la gestion de cette data et de l'usage de cette data, et comment est-ce qu'ensuite cette richesse est répartie entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Je pense que c'est une vraie question. Merci. Je tourne vers les autres intervenants. Oui, bonjour. Donc, Monsieur Hatif de l'Association des VTC de France, une des premières associations créées par des chauffeurs ubérisés, qui étaient à l'époque des chauffeurs soit grande remise, soit chauffeurs de maître, et qui ont été attirés par ce projet d'Uber à l'époque, parce qu'ils avaient un projet qui pouvait, on va dire, compléter les revenus de certains chauffeurs qui n'avaient pas assez de travail à l'époque, et qui sont tombés un petit peu sous ce charme. Et donc on est un peu les témoins de cette profession qui s'est fait ubériser, surtout qui a été, on va dire, attirée par des chauffeurs, on va dire, français de différentes origines, parce que
c'était une profession quand même où il y avait beaucoup de discrimination à l'époque. On donnait une priorité d'emploi à quelqu'un de blond aux yeux bleus que quelqu'un de basané, parce que c'était les demandes de plusieurs clients. C'est pour ça que certains chauffeurs se sont fait ubériser facilement. Et donc je laisse la parole à Monsieur Bensassi Yacine, le président, pour résumer, le vice-président, excusez-moi, pour résumer un peu mieux l'historique. Bonjour, Madame la rapporteure, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs, mesdames. Monsieur Bensassi Yacine, vice-président de l'association AVF. VTC depuis 2014. Clairement, en rentrant dans cette profession, à l'époque, on avait une politique qui était très agressive de la part d'Uber et on promettait mondes et merveilles. Et beaucoup de chauffeurs sont rentrés dans cette profession. Clairement, je vais faire un petit topo sur ce qui s'est passé un petit peu. Nous, clairement, on s'est levé contre ces applications-là à partir de fin 2014, début 2015. Et à l'époque, on avait eu des soucis, c'est que Uber avait lancé plusieurs services qui s'avéraient contraires à nos activités. Sur le service Uber Pop, un exemple, c'était un service de transport entre particuliers. Et du coup, ça nous faisait clairement de la concurrence déloyale par rapport à nos activités de chauffeurs, étant donné soit auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel. Ce qui s'est passé, pour nous, les Uber Files démontrent clairement la connivence de l'État de l'époque et l'exécutif avec cette société américaine. Et nous, clairement, nous tenons responsables l'État et l'exécutif de la situation des VTC sous application en France, car nous sommes des donneurs d'alerte des pratiques de l'ubérisation et nous avons toujours eu de la part de l'État une fin de non-recevoir. Étant donné que nous sommes des professionnels d'une profession réglementée, nous ne comprenons pas pourquoi l'État a laissé faire les applications ce qu'elle voulait faire dans l'activité. Un exemple, étant un professionnel, je dois pouvoir régler ma tarification, mes coûts de revient, mes charges, et automatiquement, en additionnant mes coûts de revient et en ajoutant ma marge, je peux définir un prix de vente, sauf que l'État, quand à l'époque on s'était levé contre la baisse des tarifs en 2015, un exemple, où il y avait des tarifs à 8 € qu'on a baissé à 5 € avec la suite et la fin de Uber Pop, on a baissé de catégorie UberX. Et à l'époque, on s'était levé contre les applications et l'État nous avait mis dos à dos, entre guillemets, vous êtes des professionnels, ce sont des professionnels de la mise en relation, on ne peut pas interagir entre cette relation professionnelle. Clairement, et de facto, les Uber Files prouvent qu'il y avait connivence. Il y avait un laisser-passer, il ne fallait rien dire, il fallait laisser la chose pas s'envenimer, mais plutôt un mot d'ordre où il ne fallait pas interagir et pouvoir réglementer la chose. Et les seules mesures qu'on a eues à l'époque, c'était des mesures entre taxi VTC. On nous vendait dans les médias la guerre taxi-VTC, sauf que la guerre, ce n'était pas taxi-VTC, c'était plutôt les chauffeurs VTC contre l'ubérisation. Sauf que d'ailleurs, les seules mesures qui ont été mises en place par l'État, c'était des mesures pro-taxi. Et à chaque fois qu'on a pris des mesures, elles allaient à l'encontre limite des VTC. Et nous, on criait et on brandissait la sonnette d'alarme. Je vais continuer aussi. La problématique, le fait de l'arrivée des plateformes en France, pour nous, n'est pas mauvais en soi. Ça a permis de digitaliser la profession. Ça a permis aussi d'améliorer aussi la qualité de service. On est très clair, avant l'arrivée d'Uber, les taxis criaient au scandale, mais le service taxi était médiocre. Il s'est amélioré grâce un peu à l'arrivée des VTC en France. Et ça a permis aussi de professionnaliser la profession. Moi, je vous le dis, un chauffeur VTC est formé aujourd'hui en France. On nous a imposé de nous former, d'avoir aussi un niveau de qualité. Et je pense que la digitalisation du secteur n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Pour nous, ce qu'on trouve mauvais, c'est qu'on n'a pas régulé ce secteur d'activité-là. Et il y a eu un laisser-aller de la part des pouvoirs publics de l'époque.
clairement, ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est exactement ça. Moi, moi je viens de la région de Marseille, mais il y a beaucoup de chauffeurs qui étaient issus de quartiers défavorisés, qui n'avaient pas d'activité à l'époque. L'État ne proposait aucune solution à ces gens-là. Ça a permis à ces gens-là de travailler, d'avoir des cartes VTC, de créer de la valeur ajoutée, prendre des véhicules en location, en leasing ou en achat. Ça a permis aussi de dégager de la TVA pour l'État. Ça a permis aussi d'acheter des véhicules et tout autre. Ça veut dire que ça a permis, il y a un écosystème qui est venu avec l'arrivée de ces plateformes-là. Nous, le problème, c'est clairement, et ça a prouvé avec les Uberfiles, l'État a laissé faire une application qui est aujourd'hui une multinationale, qui pèse je ne sais pas combien de milliards au niveau mondial, et qui a permis aussi de faire n'importe quoi dans le secteur, car aujourd'hui, les VTC sont tributaires de ces applications-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous lancez dans une activité, n'importe quelle activité, dès que vous vous lancez dans une activité et que vous êtes indépendant, automatiquement, vous visez une clientèle. Aujourd'hui, la masse clientèle des chauffeurs VTC a été captée par les applications, d'une manière générale. Du coup, un chauffeur VTC, s'il n'a pas de débouché vis-à-vis de la clientèle, automatiquement sera condamné à passer par les applications pour lancer son activité. Et s'il passe par les applications, il est, entre guillemets, défavorisé par rapport à la relation, parce que les paramètres du chef d'entreprise ne sont pas pleinement remplis pour un chauffeur qui travaillerait via les applications, car les applications maîtrisent et dirigent un bon nombre de paramètres liés à l'activité professionnelle. Très clairement, nous, quand on s'est levé contre ces gens-là et ces applications-là, à chaque fois, le but ultime de nos démarches, c'est les intérêts des chauffeurs. Défendre les chauffeurs. Clairement, on pense que le système, il n'est pas mauvais en soi, il faut juste le réguler. Il ne faut pas tout changer, on ne peut pas réinventer l'eau chaude. Aujourd'hui, le système, il est mis en place. Ça fait quasiment plus de 10 ans qu'ils sont en place, ces applications-là. Ça génère quand même un certain nombre de chiffres d'affaires. Il y a beaucoup de familles qui vivent grâce à ces applications-là. Nous, on pense clairement au nom d'AVF qu'il faut réguler ce système-là. On l'a déjà mentionné à l'époque. On voulait créer un comité chauffeur avec une application française qui s'appelait Hitch. Et ça, c'était en 2018. Et heureusement pour nous, il y a eu une directive européenne qui s'est lancée pour, entre guillemets, juger de la relation entre les chauffeurs et les applications. Est-ce qu'ils sont salariés ou est-ce qu'ils sont vraiment réellement des indépendants, sachant que l'écrasante majorité des chauffeurs veulent rester des indépendants. Aujourd'hui, ceux qui crient ou certains collègues qui demandent la requalification, c'est moins de 5% des chauffeurs VTC. Plus de 90% des chauffeurs veulent rester des indépendants, mais veulent une meilleure régulation et une meilleure relation vis-à-vis de ces applications-là. Aujourd'hui, on a l'ARP qui a été lancé il y a quelques années, en 2020. On fait partie, on est membre de cette commission, de cette autorité au niveau de l'ARP. Clairement, notre but est toujours d'améliorer les conditions de travail. La course minimum, très récemment, il y a quelques mois, on a voté un texte disant comme quoi la course minimum d'un chauffeur VTC était à 7,65 € net chauffeur, et on a mis des conditions à réviser cet accord-là. Aujourd'hui, on est dans des négociations. De 2014 à 2018, on a eu des fins de non-recevoir de la part des applications pour nous recevoir. On n'a jamais été entendu. On nous a toujours mis dos à dos, l'État. Ça, c'est l'État qui nous a mis dos à dos. Entre guillemets, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on allait voir Madame Borne à l'époque, qui était ministre des Transports, elle n'a jamais fait le nécessaire pour pouvoir réguler le secteur VTC. Et nous, clairement, on pointe du doigt l'État. Pour nous, c'est l'État le problème, c'est pas Uber. Clairement, les magouilles d'Uber, je les entends bien, mais comme on dit, pour applaudir, il faut deux mains. Il ne faut pas qu'une main. Ce n'est pas qu'Uber pour nous le problème. Il y a l'État qui était là pour réguler la chose. Il y a eu du laisser aller. Et les personnes qu'on a rencontrées à l'époque, on a rencontré plusieurs personnes. On a fait les assises de la loi de l'homme. Et
à l'époque, la loi LOM aussi, on avait évoqué cette problématique-là. Et c'est de là qu'on avait eu, suite à la loi LOM, l'imposition d'afficher en amont de la course le point A et le point B de la course pour chaque chauffeur, parce qu'on se retrouvait dans un système où l'application était maître de toute chose. Elle pouvait envoyer un chauffeur à plus de 10, 15, 20, 30 minutes de temps d'approche pour récupérer un client. Et un exemple, se retrouver avec une course minimum et une course pas rentable, sachant que nous sommes des professionnels du transport et la loi nous interdit de vendre des prestations à perte. Voilà, alors du coup, je vais juste faire un petit compte-rendu de nos manifestations. Nos premières manifestations ont démarré en 2015, suite à la hausse de la commission de la part d'Uber, qui était de 20 et qui est passé à 25%, et aussi à la baisse du tarif de leur course, qui était 8 € net chauffeur et qui est passé à 5 €. Fin 2015 aussi, on a eu quelques discussions avec d'autres organisations pour établir aussi un tarif minimum, chose due aujourd'hui, 7,65 € net chauffeur. Je vous parle en 2015, on est en 2023, ça a mis 8 ans. 2016, porte-maillot, suite aux mêmes revendications, et à la fin du numerus clausus, on a demandé à limiter le nombre de cartes, parce qu'aussi on s'est rendu compte que l'ubérisation, ce que disait tout à l'heure mon collègue avant moi, fonctionne avec la quantité des chauffeurs. Ça veut dire qu'ils savent très clairement qu'il y a un turnover. Le but, c'est de mettre un maximum de chauffeurs sur le marché, sachant qu'au bout d'un moment, les chauffeurs rentrent avec le modèle économique d'auto-entrepreneur et avec les aides de l'État qui sont l'acre. Au bout d'un moment, au bout de 1 an, 2 ans, dès qu'il n'y a plus d'acre et que le chauffeur se rend compte, entre guillemets, que c'est le dindon de la farce, arrête la profession. Du coup, on a voulu limiter ça pour assainir la profession et pour travailler sur du long terme, chose qui n'a pas été faite. On a fait d'autres manifestations aussi au soutien de la loi Grand-Guillaume dans son intégralité, sachant qu'elle n'est pas appliquée dans son intégralité. 2018, plusieurs manifestations au niveau national pour la demande aussi de la détaxe carburant. La détaxe carburant, c'est une chose qui a été en gros, dans le rapport de M. Jacques Rapoport, la seule résolution viable et faisable de la part de l'État pour donner des bouffées d'oxygène aux chauffeurs, c'était de donner la détaxe carburant aux chauffeurs. Chose qu'aujourd'hui, on demande toujours. Les taxis y ont droit, les VTC n'y ont pas droit. 2019, manifestation aussi contre un autre ennemi, et là, c'est plus Uber, c'est la mairie de Paris. La mairie de Paris, très clairement, en voulant piétoniser certains quartiers dans la ville, a exclu les VTC de certains arrondissements. Et du coup, on se retrouve, les chauffeurs VTC, à ne pas pouvoir travailler dans des secteurs pour nous stratégiques, surtout dans la rue de Rivoli, là où il y a les hôtels et tout ça. On perd de la clientèle. Et depuis l'instauration de l'ARP, et on est partie prenante de l'ARP. Aujourd'hui, on est l'association la plus représentative, avec plus de 42% au niveau de l'ARP. Très clairement, on est en train de travailler, mais clairement, sur le fonctionnement de l'ARP aussi, j'ai un mot à dire. Je ne comprends pas aussi la volonté de l'État de donner un poids surdimensionné à Uber dans cette autorité-là. Un exemple. Pour faire des accords au niveau de l'ARP, il faut 30% de voix de la part des OS, des organisations syndicales, et il faut qu'en face, il y a les applications. On a l'API, qui est représentée par Uber et par Cao Cao, qui est une application chinoise. C'est les gros câbles que vous avez dans Paris. Et on a la FFTPR, qui représente plusieurs plateformes françaises et étrangères. Et on se retrouve que pour faire des accords, obligatoirement, il faut plus de 50% en face de nous. Je vous dis en face des OS. C'est-à-dire que demain, on veut faire un accord avec la FFTPR, vu qu'ils ne représentent pas plus de 50% de la majorité des plateformes, ils ne peuvent pas signer un accord avec nous. Et s'ils signent un accord, demain, Uber peut casser l'accord parce qu'eux sont majoritaires dans la représentativité plateforme. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système où Uber a eu, entre guillemets, un chèque en blanc depuis le début. L'État n'a jamais rien fait. Et même aujourd'hui qu'on a réussi à avoir cette autorité-là pour pouvoir réguler la profession, on se rend compte que le poids d'Uber est surdimensionné
et il y a du laisser-aller. Et aujourd'hui, si Uber décide de faire un accord, ça suit. Si on se met tous d'accord, tous les OS avec la FFTPR, qui est entre guillemets le concurrent hein, de Uber dans les négos, si Uber dit non, il n'y a pas d'accord. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui où, en gros, l'histoire, elle continue. Voilà, pour nous, c'est que des péripéties. On a voulu assainir la profession avec cette autorité-là. J'entends bien, nous, on travaille en œuvre pour que ça s'améliore. Sauf que d'ailleurs, on se rend compte très clairement que le poids d'Uber est surdimensionné en France et il y a une volonté d'État. Aujourd'hui, M. Macron, qui est toujours président, hein, il y a toujours une volonté d'État de laisser Uber un petit peu faire la pluie et le beau temps. Voilà. Merci. Moi, j'ai plusieurs questions et puis aussi peut-être... Ah, pardon, excusez-moi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Rapidement, oui. Il y a eu 2 points qui ont oublié d'être rémunérés aussi par mon collègue. C'est qu'on était la première association à mener une action au prud'homme sous notre avocat de l'époque, M. Hérold Demir, en 2015, et qui a eu une suite favorable par la suite, et qui a encouragé plusieurs chauffeurs à mener des actions contre Uber, dont nous, on a présenté avec Maître Justy à l'époque, dont nous avons ici une lettre de mission avec Maître Justy, le cabinet Métallo. On était les premiers à le contacter. On lui a envoyé une liste de 260 chauffeurs qui ont décidé d'attaquer Uber. Sauf que voilà, notre politique a un petit peu changé en interne sur ce combat-là anti-ubérisation, quand on a remarqué qu'il y avait une minorité de chauffeurs sur tout le territoire français. Et cette minorité qui a attaqué au prud'homme, c'était des chauffeurs qui étaient en projet de changer complètement de profession, etc. Mais la majorité des chauffeurs qui avaient une vision sur cette profession sur un long terme ne préféraient pas du tout engager on va dire, d'action contre Uber. Ensuite, on a eu contact avec ce cabinet aussi parce qu'au sein de l'association, on avait trouvé que la seule solution pour régler les problèmes au sein de notre profession, c'était la création d'un Conseil national de l'ordre des VTC, qu'on avait proposé au ministère des Transports et qui nous a dit que c'était une très bonne idée, mais que c'était compliqué à mettre en place. Et après, par la suite, on a rencontré un associé à monsieur Maître Justy au cabinet Métallo. Et c'est là qu'en fait, voilà, on a complètement stoppé, nous, au sein de notre association, le conseil d'administration et le bureau a stoppé tout travail avec ce cabinet-là, parce que l'associé de monsieur, on va dire, de Maître Justy, c'est là où je laisserai la parole à monsieur Desmaître pour faire un peu plus de détails sur ce dossier-là. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs. Si vous me permettez, je vais faire un résumé global de ce qu'on peut vous apporter comme solution et vous remettre un petit peu dans le cadre. Je me permets de lire parce que j'ai pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à revenir vers moi après si vous avez des questions pour entrer plus dans le détail. Pour finaliser ce que disait donc Monsieur Atif Redouane par rapport au cabinet Métallo, en fait, l'associé de Monsieur Justy de l'époque, c'était tout simplement Monsieur Thévenoud. Voilà, donc on a été un petit peu refroidi, même voire beaucoup, puisque suite à la loi Thévenoud, on sait très bien que c'est quand même une loi qui est quand même plutôt assez axée pro-taxi. Donc on a arrêté toute négociation avec ce cabinet, et de plus, il nous demandait 35 000 € pour pouvoir continuer les négociations. Pour la création donc, de l'ordre national des VTC. Donc on a stoppé toute négociation, et on a remis ça plus tard, et puis après, par la suite, vous savez ce qui est arrivé, Covid est arrivé, donc forcément, ça a retardé les choses. Pour l'instant, c'est une idée qui est en suspens, et on l'a mis de côté temporairement, mais on reviendra dessus, je pense, par la suite. Je ne vais pas refaire, évidemment, toute l'historique que mes collègues ou voisins ont pu faire par rapport aux 2 lois donc, qui ont été très importantes pour le VTC, entre autres la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume. Il faut savoir que la loi Grand-Guillaume, notre association a participé à son écriture. On la connaît très très bien donc. Et on s'interroge aussi de pourquoi 7 ans après donc, le décret n'est toujours pas mis en application intégralement. Notre structure a toujours été d'ailleurs pendant cette année à alerter les divers
hommes politiques et les divers gouvernements sur ce sujet. Et à chaque fois, le problème, ce qui se passe, c'est que, et on va comprendre très rapidement où c'est gagnant pour Uber, justement, c'est qu'au changement de gouvernement, au changement d'homme politique, et forcément, les dossiers ne sont pas forcément transmis ou suivis. Et là, c'est quelque chose qui joue en la faveur d'Uber, parce que tout simplement, Uber a tendance, et on le remarque, à jouer la montre. Il joue le temps, parce que pour lui, le temps, c'est de l'argent, c'est de la création d'emplois, c'est forcément du chiffre d'affaires qu'il reçoit. Et en jouant la pendule, il se dit, bon, d'ici 5 ans, il y aura un nouveau président, les dossiers ne seront pas servis, ne seront pas suivis, et on recommencera. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait, depuis maintenant plusieurs présidences. Aujourd'hui, il va de soi que le lobbying d'Uber, puisque c'est la question, mais pas seulement dans le monde, et pas seulement en France, est très bien introduit auprès des dirigeants et des décideurs des pays concernés. En 2014, on vous confirme que Uber a ciblé plus de 200 cibles au gouvernement, aux parlementaires, et surtout sur des licences, sur des silences totales au niveau de la population. C'est-à-dire que normalement, à cette époque, M. Macron, qui était ministre de l'économie, a rencontré à plusieurs reprises des dirigeants d'Uber, et on sait maintenant qu'une seule a été rendue publique. Un de nos collègues d'un autre syndicat, ainsi que des chauffeurs de grande remise, qui sont représentés donc par François un petit peu plus haut, nous ont rapporté d'ailleurs un jour avoir rencontré à l'hôtel Coste M. Macron et le dirigeant d'Uber France de l'époque. L'hôtel Coste, oui. Voilà. En 2015, l'Assemblée nationale fait parole à M. Macron qui demande de rouvrir le débat sur la réglementation des services comme Uber. Fait très intriguant, cette même année, le PDG d'Uber de l'époque, en France, lance une grande campagne de communication. Dans la continuité, un député socialiste dépose un dossier, et là aussi on s'interroge donc sur cette réouverture de la réglementation. Le dossier n'a pas été ni vérifié, ni modifié, ni même mis sur le devant de l'Assemblée pour que ça puisse être discuté et éventuellement être mis au goût du jour par rapport aux Français. Monsieur Macron, ministre de l'économie à l'époque aussi, on s'interroge tout simplement sur la sympathie et la morale qu'il a avec Uber, sur la nature et sur le soutien des activités parallèles qu'il multiplie avec les rendez-vous à l'insu du gouvernement et des Français, en sollicitant aussi également des actions parlementaires auprès de ses collègues ministres, députés ou décideurs politiques. Il faut savoir quand même qu'en 2016, 90 millions d'euros seront dépensés par le lobbying d'Uber, alors qu'il affiche un déficit de 6 milliards de dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'un consensus a été trouvé avec le gouvernement pour l'abandon d'Uber Pop, et c'est là que ça commence notre histoire, en échange d'un abandon ou d'un abaissement des nombres d'heures de formation. Aujourd'hui, notre structure s'interroge énormément parce que moi-même, je suis chauffeur aussi également VTC depuis 2015. Ma formation, je l'ai choisie, c'est un vrai métier, ce n'est pas un hobby. J'ai fait 3 mois et demi de formation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Uber, qui est une plateforme de mise en relation, qui n'est pas un professionnel du transport, qui met tout simplement en relation des clients avec des chauffeurs, à proposer des formations en 1 semaine à 10 €. Je crois qu'il y a un grand silence, on est d'accord. Comment peut-on former un métier comme le nôtre en 1 semaine avec des prérequis à 10 €? Ce qui fait que ça apporte évidemment pas mal d'interrogations et surtout ce qui fait que, comme le métier n'est pas légiféré à 100%, aujourd'hui on se retrouve avec des centres de formation qui sont pris d'assaut, avec une société qui se permet donc d'envoyer des milliers de chauffeurs parce que de toute façon, quand ils en perdent, il y en a 100 qui sont à leur porte chaque mois, sans que ça interroge le gouvernement, sans que ça interroge qui que ce soit. On a fait remonter l'information plusieurs fois au ministère. On n'a pas de réponse aujourd'hui.
Aujourd'hui, grâce au réseau que l'on peut avoir, et on remercie justement les Uberfiles d'éclater au grand jour, mais on est conscient que ce n'est que la face visible de l'iceberg. On ne sait pas tout, et je pense qu'on va en apprendre encore, 10 ans encore après. Par contre, on a le sentiment réel que des responsables politiques de l'époque ont validé des choix illégaux et irrecevables sans des débats préalables. Il est plus que probable que le ministre de l'époque de l'économie, à savoir M. Macron, qui est désormais notre président de la République, a outrepassé ses fonctions et ses droits en négociant directement avec la société Uber, sans qu'aucun échange ministériel n'ait eu au préalable. La question est, comment se fait-il qu'une société américaine, condamnée en France par la Cour de cassation, donc la plus haute instance judiciaire de notre pays, pour subordination de travail en mars 2020, et plus récemment par un tribunal à Lyon, qui fera jurisprudence au niveau des prud'hommes, n'a pas été contrôlée plus que ça ou stoppée dans ses actions. Depuis la condamnation de la Cour de cassation, il y a 3 ans, rien n'a changé. Uber continue à faire la pluie et le beau temps dans la profession. Uber est aujourd'hui la seule entreprise au monde à arriver dans un pays et à dicter ses lois et ses visions à des gouvernements sous juste prétexte qu'il va créer des milliers d'emplois. On se demande donc quelles sont ses faveurs et quelles sont ses actions au détriment des chauffeurs qui ne sont toujours pas reconnus correctement en France. Les chauffeurs sont les principaux oubliés et ne servent qu'à faire d'Uber des profits et récolter les dites faveurs. Une fois que les chauffeurs n'acceptent pas les conditions d'Uber, ils sont écartés par la plateforme. Voilà pourquoi, en additionnant tout ceci, avec une formation accélérée d'une semaine et ce turnover qui est ahurissant, Uber n'a aucun souci à avoir une main-d'œuvre quotidienne de chauffeurs. Uber aujourd'hui rentre sur les marchés en début de toute législation. Aujourd'hui, Uber nous remet en place un pseudo-Uber Pop avec un autre nom et quelques légères différences, sans que personne au gouvernement ne tire la sonnette d'alarme. Un de nos intervenants l'a très bien dit, aujourd'hui, quand vous posez des questions à Uber, c'est une ribambelle d'avocats qui vous répond. Ce n'est pas les dirigeants d'Uber. Quand ils mettent quelque chose en place, c'est quelque chose qui est purement réfléchi, et ils savent très bien où ils vont, même des fois s'ils sont très borderline. Uber sait très bien gagner du temps, et je vous la montre. Parce que, comme je vous ai dit, c'est son credo, et que le temps, c'est de l'argent, parce que pendant que les discussions sont en cours, pendant que les dossiers sont en cours au niveau justice et au niveau gouvernemental, ça leur permet de récupérer des chauffeurs, de faire du chiffre d'affaires, et d'attendre qu'il y ait une autre présidence qui arrive en France, ou un autre gouvernement, pour que tout soit remis à zéro. On est persuadé qu'il y a eu des accords entre Uber et certains hommes politiques, dont surtout M. Macron à l'époque. Et on a demandé tout simplement à ce que Uber respecte les lois. On se pose la question, pourquoi Uber a-t-elle autant de laisser-aller, autant de passe-droit? Aujourd'hui, n'importe quelle société française aurait eu un grave rappel à la loi, avec un minimum, et surtout avec ses condamnations. Pourquoi Uber a la place de négocier? Je suis désolé, en France, quand on est condamné, on applique la loi, on ne négocie pas. C'est improbable de voir ça. Une fois de plus, on se rend compte que la suprématie est atteinte. On ne peut pas négocier des passe-droits au lieu d'être condamné, je suis désolé. Aussi également, on vous donne un autre exemple. Que se passe-t-il en octobre 2014 avec la modification de l'attitude de la répression des fraudes, la DGCCRF? Ils rentrent dans les logos d'Uber, ils perquisitionnent Uber, ils sont condamnés pour un non-paiement de TVA, et on va y revenir aussi, parce que la TVA, on va en parler. Aujourd'hui, 3 ans après, chou blanc, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je suis professionnel. Si j'ai la répression des fraudes qui rentrent chez moi, je peux vous dire que je ne suis pas bien. Il y a forte chance que je ferme une boutique même. Eux, ils sont toujours là, ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi je vais parler de la TVA, Monsieur le Président, Madame la rapporteure? Aujourd'hui, en amont, je souhaite profiter justement de cette intervention pour clarifier certaines choses auprès de vous, mais aussi auprès des Français qui nous suivent,
et surtout remettre à jour des idées que certaines structures n'ont pas mis à jour. Uber est une société américaine avec un siège social européen aux Pays-Bas. Il ne règle pas sa TVA en France. Ce problème est connu de multiples gouvernements qui sont succédés depuis la création d'Uber en France. Uber n'est pas un professionnel du transport, mais une plateforme de mise en relation client. Elle met en relation des clients avec des chauffeurs. Aujourd'hui, chauffeurs, qui, je vous rappelle, sont à la base, et selon le modèle d'Uber, et qui est très important à prendre en compte, pour la majorité des auto-entrepreneurs. Donc, à leur propre compte. Maintenant, depuis la requalification de la Cour de cassation, et par le tribunal, donc, dernièrement à Lyon, ce ne devrait plus être le cas. Nous rappelons que le modèle Uber est justement positionné sur l'auto-entreprise de ses partenaires. Que dit la loi française à propos de la TVA en France? Une entreprise en France doit s'acquitter de la TVA lorsqu'elle reçoit une commande d'un client. Donc Uber, ayant ses clients, puisqu'ils prennent des réservations via l'application Uber, doit s'acquitter de cette TVA normalement. Mais Uber, très malin, dans ses conditions générales, détourne la loi en mettant que c'est au chauffeur d'accepter la TVA en son nom s'il veut accepter la course. Il va de soi que si le chauffeur veut accepter la course et travailler sur le réseau Uber, il n'a de choix que d'accepter cette solution, ce qui est totalement illégal. Ce qui est encore plus curieux, c'est que les bons de commande reçus par les chauffeurs, émis par Uber, pour une société de transport d'un client X, sont rédigés au nom des chauffeurs. Mais que dit la loi là-dessus? Que tout simplement, c'est au chauffeur de payer la TVA, puisque c'est en son nom. Mais alors, je pose la question aussi également. Si le bon de commande est au nom justement de cette société de transport ou ce nom de chauffeur, ça veut dire que le client appartient donc au chauffeur, en tout cas pour la course dite. Eh bien non, Uber aussi, dans ses TGI, rajoute que le client appartient à Uber et que le chauffeur n'a aucun droit sur la visibilité de ce client et peut même recevoir de lourdes sanctions si il démarche ce client. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques, Monsieur le Président? Qu'est-ce que c'est que ces pratiques aujourd'hui en 2023? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Uber aussi également contourne encore une fois la loi par rapport à la TVA, tout simplement parce que, avec la commission qu'elle perçoit de 25%, je ne sais pas si vous imaginez 25% juste pour une mise en relation d'un client avec une société de transport. 25%. Et bien justement, grâce à cette commission qu'elle perçoit, elle arrive à détourner la loi par rapport à la TVA et oblige même les auto-entrepreneurs à prendre à leur charge cette dite TVA. C'est-à-dire que même les chauffeurs auto-entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent sur le réseau Uber payent la TVA d'Uber. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ceci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, pour démontrer que le pouvoir et la perversion de l'entreprise Uber, au détriment des chauffeurs que nous défendons jour après jour depuis plusieurs années. Cependant, il faut bien se rendre compte que nous n'avons pas de poids et que l'argent qu'apporte Uber, c'est un combat de peau de fer contre un combat de peau de terre. Aujourd'hui, nous sommes les représentants par une profession, en ayant été élus en mai dernier par le nouveau projet gouvernemental appelé ARP, Autorité des relations sociales et plateformes d'emploi. Mais on se demande, est-ce qu'on va réellement réussir à faire quelque chose avec Uber? Comme l'a dit notre vice-président, aujourd'hui, si Uber n'apporte pas 50% de voix, puisque c'est lui qui détient la plus grosse part des marchés au niveau des applications, on ne peut rien signer, on ne peut rien donner. On a signé dernièrement un accord à 7,65 € pour les chauffeurs. On l'a pris, on l'a accepté, parce qu'on s'est dit ce qui est bon à prendre n'est plus à faire. Mais sincèrement, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 7,65 €, on enlève les 25% de charges, on enlève la TVA d'Uber, on enlève les charges des chauffeurs, qu'est-ce qu'il leur reste? Pas grand-chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un turnover terrible au niveau des chauffeurs. Et c'est pour ça qu'Uber n'est pas inquiété, parce que de toute façon, on peut aller faire un tour au niveau de leur bureau. Il y a 100, 200, 300 chauffeurs par mois qui arrivent, parce qu'on leur promet des belles choses. C'est pour ça qu'on n'a pas signé.
Comment se fait-il qu'avec tous ces points, le gouvernement ne réagit pas? Que fait la DGCCRF? Pourquoi la structure des impôts aujourd'hui qui perçoivent désormais la TVA ne réagit pas? Moi, j'ai un écart de TVA, je peux vous dire que dès le lendemain, j'ai un contrôle TVA et j'ai les impôts qui me tombent dessus. Uber n'est pas inquiété. Nous lançons ce sujet depuis plusieurs années. À des gouvernements qui se succèdent, rien ne bouge. Donc il faut savoir que le remaniement ministériel ou les gouvernements d'élection, les dossiers ne sont pas suivis, c'est le retour casse-départ, comme je vous expliquais. Voilà. Donc je vais clôturer là pour vous montrer que de notre côté, on prône le dialogue social, mais que les Uber Files, pour nous, c'est la chance de pouvoir prouver qu'il y a eu des malversations, qu'il y a eu des choses anormales dans notre pays, et on compte sur cette commission pour qu'elle fasse la justice, tout simplement, hein, et qu'elle fasse le blanc sur cette situation. Merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame la rapporteure. Merci, Messieurs, Dames. Merci, Monsieur Demaître. J'ose espérer tout de même que si vous avez la répression des fonds de la contrôle de TVA qui vient vous inspecter, vous n'aurez pas besoin de mettre la clé sous la porte et que vous ne serez pas en grande difficulté, comme vous l'avez suggéré. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans vos différents témoignages. Il y a un élément qui m'a frappé, qui est revenu, je crois, dans 2 témoignages différents, c'est l'idée que la loi Thévenoud, l'action du gouvernement au moment de l'arrivée des plateformes sur le marché a été, selon vous, plutôt, je cite, des mesures pro-taxi. Et donc, moi, je serais très intéressé d'entendre votre perspective, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a tendance à entendre souvent dans la représentation médiatique qui en est faite a posteriori. Est-ce que vous avez le sentiment, en fait, que le gouvernement, à l'époque, avait pris des mesures pro-taxi et que c'était peut-être le fruit d'un lobbying des taxis à l'époque, lors du débat initial sur les plateformes? Oui, très clairement. Déjà, M. Thévenoud, on sait très bien la proximité qu'il a avec les taxis. Et les mesures qui ont été prises à l'époque, même dans les médias, on nous vendait la guerre taxi-VTC. Sauf que c'était tout autre. Nous, c'était une guerre pour le droit des chauffeurs. Et on se rend compte que très clairement, c'était orienté, peut-être via des lobbies, je ne sais pas. Maintenant, c'est peut-être à vous de prouver ça. Et je pense qu'il faudra bien questionner M. Thévenoud et son associé, M. Justier, à ce niveau-là. Parce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont fait des travaux en interne de lobby pour faire des mesures anti-VTC et pro-taxi, parce que c'est exactement ça. Quand on regarde la loi Thévenoud, c'est clairement une loi anti-VTC et pro-taxi. C'est exactement ça. Est-ce que vous pouvez juste donner des exemples, et après, évidemment, on continuera là-dessus, de mesures qui vous paraissent avoir été des mesures pro-taxi à l'époque? Très clairement, sur la loi Thévenoud, on parle de maraude, on parle de stationnement, on parle de voie publique. C'est les attributs du taxi. Nous, clairement, on n'est pas là-dedans. On est réservation préalable. On prend des clients, on n'est pas là pour les... Il y avait pas, et clairement, aujourd'hui, ce que les taxis à l'époque disaient, ils disaient que le fait de circuler avec une application, c'est de la maraude électronique. Ils ont inventé un terme. Maraude, ils l'ont rendu maraude électronique. Et très clairement, on voit bien que derrière cette loi, il y a eu un lobby, je pense, intense de la part des taxis pour aboutir à cette loi. Et très clairement, c'est pas une loi qui va dans le sens du VTC, bien au contraire. Voilà, c'est un faux débat. Pour nous, ça a été un faux débat parce qu'ils auraient dû plutôt trouver des solutions. Nous, on était là pour réguler une profession qui partait dans tous les sens et où il y avait un acteur qui plus est Uber qui faisait la loi, entre guillemets. Et on se retrouve avec, on est les mauvais élèves de la classe et on s'est fait taper sur les doigts de la part du gouvernement pour une action pro-taxi pour nous, hein, très clairement. Je peux entendre éventuellement certains de vos collègues sur le même sujet? Oui, donc je suis Fabien Tosoni, je suis délégué national en charge des VTC et des livreurs à vélo pour Union Indépendant. Et en fait, j'ai vu arriver pour la CFDT à l'époque, en 2012, on m'avait mentionné, on m'avait demandé d'étudier en fait cette nouvelle économie des transports. Pour le coup, en 2014, le sujet des VTC, il n'était pas aussi prégnant qu'en 2015, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2014,
il n'y avait pas encore de sujet de tarification. Le sujet de la tarification et la colère des VTC, elle s'est créée en 2015, au moment où Uber, de façon unilatérale, augmente ses prix de commission et diminue ses prix eurokilométriques. Et c'est à ce moment-là où en fait la grogne, elle démarre, c'est octobre 2015. Et en 2014, Uber se développe, et il l'a très bien dit le collègue à côté, il se développe sur quoi? Sur des grandes remises qui finalement voyaient une petite opportunité de gagner du chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà, parce que Uber arrivait notamment, moi je me souviens très bien d'Uber, ses premières implantations sur le territoire parisien, c'est à la sortie du festival Rock en Seine, où en fait il vient avec des voitures allemandes, de grosses berlines allemandes avec des chauffeurs en cravate et avec des bouteilles d'eau et des bonbons, et il dit, regardez l'offre que l'on vous propose pour un prix qui est finalement beaucoup plus abordable que le prix du taxi tel qu'il est proposé à ce moment-là, à la sortie de ce festival. Et c'est ça, en fait, qui fait aujourd'hui, qui fait à ce moment-là le succès d'Uber, parce qu'on retrouve une gamme de prix moins cher que le taxi avec un service qui est tout autre. Et en fait, tout ce service-là, toute cette économie d'Uber et cette image d'Uber, elle s'effondre en 2015. Parce qu'en 2015, Uber décide d'abaisser le prix, enfin d'augmenter le prix de la commission, finalement de rétrograder les tarifications telles qu'ils pouvaient les connaître à l'époque. Et en fait, qu'est-ce que disent les VTC à l'époque? Ils disent, ben, moi, si c'est pour gagner des clopinettes, je ne mets plus les bouteilles d'eau, je ne mets plus les bonbons. Et on arrive en 2016 à ce conflit phénoménal des taxis versus les VTC. Porte-maillot quand même, enfin, on a quand même des taxis qui se font retourner et qui se font brûler. Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas de conflit entre les taxis et les VTC en 2016, c'est quand même ça qui se passe. Et à partir de ce moment-là, en 2016, vous avez l'État qui dit, attendez, là, stop, d'abord, il n'y a aucune lisibilité sur qui représente quoi, c'est-à-dire y compris côté plateforme. Vous avez, moi je me souviens, en décembre 2016, une table avec plus de 50 représentants se disant représentants des VTC et des taxis. Et quand il y a les prémices finalement d'une pseudo-représentativité, vous n'avez plus que 5 organisations et associations qui représentent les VTC, et vous en avez autant que du côté des taxis. Donc vous avez en fait ce melting pot de représentation, et Uber l'utilise ça à ce moment-là. Uber, il dit, bah, moi je ne reconnais personne, y compris d'ailleurs à l'époque les représentations des confédérations. Moi, je me souviens en décembre 2016, Uber dit, moi la CFDT, je ne les reconnais pas comme représentants de travailleurs. C'est ça qu'il dit. Et tout le travail qui est mené entre janvier 2017 et mars 2017, c'est de prouver que Uber est en incapacité de discuter avec les représentants des plateformes pour établir un progrès social qui est basé notamment autour de la tarification minimum. Et ça, en fait, ça serait comme ça. Donc, quand la loi Thévenot, effectivement, elle est considérée comme pro-taxi, mais en fait, le vrai sujet à l'époque, il n'est pas en 2014, enfin, pour nous, il n'est pas vraiment en 2014. Il est après. C'est après que ça se joue. C'est après que ça joue, c'est en 2017 où ça se joue. C'est à l'application de la loi Grande-Guillaume en 2018 que ça se joue. Parce qu'en décembre 2017, il y a des attaques incessantes de la part des plateformes, et à travers notamment les expressions publiques et les expressions dans les médias. Il suffit de relire les articles de presse de l'époque de la ministre des Transports, qui est Madame Borne, qui dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à revoir la méthode d'attribution des cartes et l'examen. Il est vraisemblablement trop compliqué pour pouvoir finalement le VTC est finalement considéré comme un sous-travailleur des transports. On fait croire que ce travailleur, il n'est pas capable de passer un examen comme est capable de passer l'examen de taxi. Et en fait, tout le travail syndical à l'époque, de 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est de considérer que le VTC est un métier comme un autre, et un métier reconnaissable comme un autre. Et le travail d'Uber dans ce secteur et dans ce melting pot de représentativité, c'est de dire, ben non, aujourd'hui, le travailleur, le VTC, ce n'est pas un travailleur comme un autre. Et il vient de quoi? Il vient de l'expression notamment publique de l'époque d'Emmanuel Macron qui dit « il vaut mieux être VTC que tenir le mur ». C'est ça qui se passe à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, quand les gens considèrent, et beaucoup à l'époque, en 2017, 2018, nous disent « bah oui, mais vaut mieux qu'il soit VTC que tenir le mur ». Et donc, on a eu toujours ce combat
entre 2017, 2018, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on pourra reparler peut-être si on a le temps de l'ARPE. Voilà, il y a eu beaucoup d'expressions d'organisation. Voilà, je sais bien, mais le travail aussi de l'ARPE, il est aussi là-dessus. Voilà. Mais il faudra qu'on y revienne d'ailleurs sur le sujet. J'ai précisément une question justement sur l'ARPE. Vous nous expliquez que, enfin, vous êtes intervenu pour dire que l'ARPE, en fait, laissait un pouvoir tel à Hubert qu'il avait quasiment un droit de veto finalement. On a auditionné d'autres représentants de VTC et de livreurs qui eux estimaient par ailleurs que l'ARPE n'était en aucun cas un cadre contraignant. C'est-à-dire que dans le décret, finalement, le président de l'ARPE peut émettre des propositions issues des discussions, mais enfin, il n'y a pas de valeur contraignante pour imposer aux plateformes le respect de l'application de ces propositions. Les organisations, notamment de livreurs, ont beaucoup dénoncé le caractère totalement non représentatif, vu qu'il y a à peine eu 2% de participation aux élections sur l'ARPE. Moi, je voudrais vous poser la question sur la légitimité pour vous. Est-ce qu'il y a un souci ou pas d'avoir M. Bruno Mettling à la tête de l'ARPE, considérant le fait qu'il ait, à un moment donné, pu travailler pour le cabinet Topix, qui a été rémunéré par Hubert. Et donc, M. Bruno Mettling peut être considéré comme, de fait, un pro-Uber installé là, au vu aussi de ses rôles dans la mission Frouin au préalable. Donc, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Alors, on aura M. Chevet, M. rapidement. Redouane, et on s'arrêtera voilà, et on s'arrêtera là pour essayer d'être dans les temps. Pour nous, on avait entendu cette histoire concernant M. Bruno Mettling, sur ses éventuels contacts qu'il a eus par le passé avec Hubert. Mais je trouve que ces élections-là, en fait, s'il aurait eu un travail par la CFDT, s'il aurait travaillé chez la CFDT ou chez un syndicat qui se présentait aux élections, on aurait trouvé, bien sûr, un conflit d'intérêts sur sa présidence. Mais vu qu'il a travaillé pour une plateforme, les plateformes ne se sont pas présentées à ces élections, qu'il ait travaillé pour Uber ou qu'il ait travaillé pour Hitch ou quoi que ce soit, nous, on n'y a trouvé aucun problème. Je ne vois pas pourquoi voilà, cette mission a été mise, je ne sais pas. Voilà. Ouais, je vais juste en rajouter un petit mot. Désolé. Très clairement, le rôle de Mettling n'est pas d'orienter le dialogue social. Hein. Aujourd'hui, l'ARPE n'est pas dans nos discussions au niveau des réunions et les commissions de négociation que nous faisons avec les applications. Les commissions de négociation sont faites avec les OS, les organisations syndicales et les représentants d'associations et les plateformes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ARPE n'est pas dans nos discussions tout le temps pour dire, voilà, pour orienter le dialogue ou pour décider de quoi que ce soit. Aujourd'hui, le rôle de M. Mettling, qui est président de l'ARPE, est plutôt pour nous une personne qui est neutre du dialogue social et qui n'a pas de discussion. C'est pour ça que le fait que des personnes incriminent le rôle de M. Mettling qui a eu à l'époque sur des situations ou sur des travaux mandatés par les applications, aujourd'hui très clairement, étant membre de cette commission de négociation au niveau de l'ARPE, on n'a clairement pas M. Mettling qui vient, qui interagit dans nos négociations. Voilà. Monsieur Chevet et Monsieur Tossolini. Très, très rapidement, en fait. Alors déjà, le fait de remettre en cause une élection parce qu'un taux de participation trop faible, personnellement, enfin surtout ici, ça me choque. L'élection a eu lieu, il y a eu un taux de participation faible, on le reconnaît nous aussi, et ça nous attriste évidemment. Cela étant dit, la démocratie sociale, elle s'est exprimée, et à nous de faire en sorte que cette démocratie sociale, elle se muscle et que lors des prochaines élections, il y ait plus de participants. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu assez de participants, ou alors à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, les élections municipales et les maires qui ont été élus ne sont pas représentatifs, puisque, voilà, hein, mais chacun son avis. Et je rajouterai d'ailleurs...
Très bien. Je rajouterai que le taux de participation aux élections de l'ARP est en phase avec le taux de participation aux élections syndicales dans les TPE en France. Exactement. Et donc voilà, enfin, pour nous, il n'y a pas de question de représentativité, il n'y a pas de question de légitimité. À partir du moment où une élection a eu lieu, eh bien, les personnes qui sont élues sont légitimes. C'est le principe même de la démocratie représentative. Pour revenir sur la question de Bruno Mettling, en fait, l'ARP, c'est d'abord la mission Frouin, en fait. La légitimité de l'ARP vient de la mission Frouin. On peut regretter que l'ARP soit trop administrative et pas assez politique, d'ailleurs. C'est plutôt ça le vrai sujet. Quant à la question de la légitimité de Bruno Mettling, très honnêtement, enfin, je vois pas en quoi le fait qu'il ait une longue expérience du dialogue social dans des entreprises comme Orange, etc., fait que... pardon. Je m'interrogeais sur l'expérience particulière du dialogue social dans une entreprise comme Orange, qui a un passif. Voilà, je m'interrogeais là-dessus. Vous avez raison de vous interroger. Maintenant, il a une expérience dans l'entreprise. Je ne suis pas d'ailleurs certain qu'il était visé par les scandales qu'il y a eu chez Orange, mais on pourra toujours en parler après la commission. Mais cela étant dit, son appui en tant que président de l'ARP est un appui en lien avec l'organisation de l'ARP. C'est un appui qui permet de pouvoir faire en sorte que le dialogue social se passe et se passe dans de bonnes conditions. Le fait que dans les acteurs de l'ARP, il y ait des personnes qui ont des volontés possibles, j'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête et je ne suis pas à leur place, le fait qu'il y ait des personnes qui possiblement pourraient ne pas vouloir que le dialogue social se passe, n'a rien à voir avec son président ni les autres membres. C'est bien une question des membres. Et je ne suis pas sûr que parce que c'est Bruno Mettling, enfin, je ne suis pas sûr que si c'était quelqu'un d'autre que Bruno Mettling, je ne suis pas certain que, par exemple, les plateformes aient très envie de discuter d'un certain nombre de choses, et notamment du partage de la richesse créée, par exemple. Oui, juste en complément sur le sujet purement de la négociation de l'ARP. Moi, je participe aux deux, c'est-à-dire livreur à vélo et VTC. Il y a deux façons de faire, finalement. Il y a une intervention beaucoup plus prégnante des livreurs sur la négociation des livreurs à vélo. Et donc, pour ça, je suis très étonné qu'on ait pu vous dire tout à l'heure dans l'audition pour les livreurs à vélo que l'ARP n'intervenait pas, parce qu'en fait, elle intervient. Elle est encore intervenue la semaine dernière lors de la négociation pour nous amener des éléments supplémentaires de compréhension. Donc je ne comprends pas comment on peut dire ça. Et deuxième chose, la négociation sectorielle. La négociation sectorielle, elle se fait sur les mêmes bases que ce qui se fait dans une convention collective de branche. C'est-à-dire que quand un accord peut être signé par 30%, c'est un accord qui est validé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Uber ou Uber n'est pas obligatoirement, ne doit pas être obligatoirement signataire d'un accord pour qu'il soit validé. Il a la possibilité, par contre, de s'y opposer. Ça, oui. Mais si, par exemple, aujourd'hui, la FTTPR signait un accord seul, et si Uber ne finalement s'oppose pas à cet accord, ce serait un accord qui pourrait être mis en place et décliné. Et sur le dernier élément, sur l'ARP, aujourd'hui, les négociations sont menées par des gens qui ont envie de faire développer le dialogue social. Et toutes celles et ceux qui sont autour de la table ont envie que ce dialogue social fonctionne pour améliorer les conditions de travail et les conditions de rémunération des travailleurs des plateformes. C'est un enjeu commun, c'est un enjeu difficile à mener, mais c'est un enjeu qui mérite encore d'être mené. Bon. Il y aurait beaucoup à en dire, notamment parce que... Il y aurait beaucoup à en dire, notamment parce qu'un cadre de convention collective, eh bien, lorsqu'il y a un accord de convention collective, il s'applique. Et là, vous n'avez pas la même garantie avec le cadre de la HARP. Donc, c'est là toute la difficulté du parallèle avec les conventions collectives. Il y a énormément de questions que j'aurais aimé vous poser encore, mais Monsieur le Président me rappelle à l'horaire
auxquelles nous sommes contraints. Donc par écrit, nous vous transmettrons des questions auxquelles on vous invitera, si vous le voulez bien, y répondre, mais vous pourrez aussi donner des réponses à des questions qu'on n'aurait pas posées. C'est-à-dire que ne vous interdisez pas de nous transmettre d'autres éléments d'information. On a beaucoup eu de questionnements, notamment par rapport aux révélations des Uber Files sur notamment des stratégies de pression ou de corruption de chauffeurs VTC qui ont pu avoir lieu par le passé. Donc ces éléments-là nous intéressent. Est-ce que c'est corroboré dans les échos que vous avez pu avoir sur des chauffeurs qui auraient été payés pour participer à des manifestations ou des chauffeurs qui auraient été l'objet de tentatives de soudoiement de la part d'Uber ou d'autres plateformes? Et puis évidemment, voilà, d'autres questions plus récentes sur les problématiques, notamment liées à la directive européenne présomption de salariat, dont on n'a pas pu parler. Voilà. Bien. Bon, écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité, de votre présence. Effectivement, on vous fera parvenir d'autres questions et n'hésitez pas, on va devoir clore. Mais non, juste... monsieur, quand je dis qu'on clôt, on clôt. Mais en revanche, n'hésitez pas à nous faire parvenir des documents. On a encore quelques mois devant nous pour la commission d'enquête. Nous ferons peut-être appel à vous à d'autres reprises. Mais si vous voulez nous transmettre des documents ou des compléments de vos réponses, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.